Bienvenue sur Horrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Cette émission s'intéresse aussi au parcours exceptionnel de femmes, à leurs performances dans différents domaines. Car, rappelons-le, la créativité, la recherche, l'innovation, les sciences sont les ingrédients nécessaires à une vraie modernité et au développement économique et social d'une société. La visibilité et la médiatisation des parcours d'exception sont une source d'inspiration pour des millions de jeunes gens, de jeunes filles en particulier, et jouent un rôle essentiel dans l'évolution des mentalités et la transmission de valeurs comme l'égalité, le respect entre les genres. L'épisode de ce soir sera consacré au parcours d'une femme exceptionnelle dans le domaine de la science et l'étude des météorites. Je reçois ce soir Hesna Chennaoui, planétologue et géochimiste, professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Hesna Chennaoui, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horrats. Merci infiniment pour votre invitation, Laïcha. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait comme effet de donner son nom de famille à un astéroïde? Moi, alors ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est... C'est pas très courant. C'est pas courant, c'est une grande fierté. Mais une grande fierté pour le Maroc, parce que, voilà, oui. Avoir un nom marocain dans le ciel, c'est... Mais ça veut dire quoi? C'est vous qui avez découvert cet astéroïde ou c'est en récompense à vos travaux, c'est ça? Absolument. Non, je n'ai pas découvert, parce que c'est un astrophysicien, un astronome amateur qui a découvert cet astéroïde et qui a proposé de lui donner mon nom en reconnaissance aux efforts, aux travaux qui sont réalisés sur la thématique au Maroc. En tout cas, on est ravis d'avoir quelqu'un, c'est pas du tout commun de donner son nom à un astéroïde. Alors, donc, je rappelle donc que vous êtes docteur de l'université Pierre et Marie Curie, du Paris 6e, en géochimie magmatique et titulaire d'un doctorat d'État sur les météorites. Vous avez introduit et développé la planétologie au Maroc. Racontez-moi un peu comment tout ça s'est passé, c'est-à-dire les météorites, ça a été un coup de cœur depuis que vous êtes jeune, c'est quelque chose que vous avez découvert par hasard. Quel a été un petit peu votre parcours, les ingrédients de votre parcours? Alors, non, les météorites, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé en 2000. C'était la découverte et le coup de foudre en même temps. Par contre, le parcours, en fait, depuis toute jeune, il y avait deux choses qui étaient importantes pour moi. C'est la transmission. Je savais que j'ai toujours eu envie de transmettre, être dans l'enseignement, etc. C'est quelque chose qui me passionne. Et les sciences, maintenant que j'y pense, pourquoi les sciences? Peut-être que, en fait, je suis très curieuse, je suis extrêmement rigoureuse. J'observe beaucoup et j'ai un esprit assez cartésien. Donc peut-être que c'est tout ça qui a fait que je suis allée vers les sciences. Mais les sciences, dans mon esprit au départ, c'était plutôt pour faire les sciences liées à l'humain, la biologie, etc. La géologie, ça a été des enseignants qui ont été passionnants et inspirants. À la fac, où j'enseigne actuellement. Donc à Casablanca. À Casablanca, avant d'aller à Paris. Paris, c'était le doctorat. À Casablanca, vous avez fait votre cursus classique. Voilà, à Casablanca, j'ai fait l'école publique marocaine, le lycée Chaouqi, et ensuite l'université Hassan II, la faculté des sciences Casa Ain Chouk, où j'ai fait ma licence, donc en géologie. Et par la suite, je suis allée à Paris pour faire un DEA et une thèse en magmatologie, et donc j'ai travaillé sur les volcans, donc les gaz rares, donc comment qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que la lave va remonter dans un volcan. Et donc par la suite, une fois que j'ai eu mon doctorat, je suis rentrée, j'ai intégré la fac où j'avais étudié. Et donc en 2000, j'ai voulu préparer une thèse d'État. Et donc naturellement, j'ai contacté mon enseignant à Paris en lui disant que bon, voilà, j'avais pris une petite pause avec les enfants, etc. Donc quand je l'ai recontacté, il m'a dit écoute, le laboratoire est ouvert, mais maintenant on travaille sur les météorites et il y en a
beaucoup qui commencent à venir du Maroc, donc tu as ta place là-dedans. Mais j'avais jamais entendu parler du météorite, je ne savais pas ce que c'était. Et donc depuis, c'est devenu votre passion. C'est ma passion. Je ne travaille que sur. Là, je me suis spécialisée en planétologie. Je ne fais que ça, et c'est fabuleux. Alors justement, c'est quoi une météorite en fait? Quelle est la différence entre une météorite et un astéroïde pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ces définitions? Est-ce que c'est vrai que c'est une météorite qui a en fait fait disparaître les dinosaures de la planète, ou ça reste un mythe? Ah non, ce n'est pas un mythe. Donc, en fait, une météorite, on va donner le nom de météorite à une roche quand elle va atteindre la surface de la Terre. D'accord ? L'astéroïde, lui, c'est un morceau de roche qui est en orbite autour du Soleil. Il tourne. Voilà. Donc, c'est un caillou qui fait partie du système solaire et qui est en orbite. Donc, après, quand... il peut toucher la Terre ou pas? Bien sûr. Donc, quand il rentre dans l'atmosphère terrestre, on va avoir le phénomène lumineux qu'on appelle le météore. Et quand on a un caillou qui tombe sur Terre, c'est là qu'on appelle ce caillou une météorite. Donc, l'astéroïde, il est à sa place, et la météorite, c'est quand ça touche la surface de la Terre. Et effectivement, quand vous avez un gros astéroïde qui va heurter la Terre, comme ça a été le cas il y a 65 millions d'années, donc d'un astéroïde qui faisait à peu près 10 km de diamètre, qui est tombé, qui a provoqué la création d'un cratère d'impact qui est le cratère du Chicxulub, dans la baie du Yucatan au Mexique, et qui a engendré l'extinction de 75% de la vie sur Terre, y compris bien évidemment les dinosaures qui étaient là depuis plusieurs millions d'années. Plusieurs dizaines de millions d'années. Et donc, c'est suite à cet événement catastrophique, qui a concordé avec d'autres événements, mais c'est essentiellement cet événement-là qui a fait cette extinction, parce que ça a été une transformation des conditions. Oui. Il n'y avait plus de faune, plus de flore, Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout l'équilibre sur Terre a été complètement dérangé, si vous voulez. Il y a eu beaucoup de poussières qui ont été éjectées dans la haute atmosphère et qui ont bloqué la lumière pendant... Les travaux récents ont démontré que la lumière a été bloquée pendant une vingtaine d'années. Ah oui. Donc, pas de lumière, pas de photosynthèse, pas de végétation. Donc, les herbivores ont commencé à disparaître, et ensuite les carnivores. Et puis voilà, donc c'était dans un laps de temps assez court. Et donc c'était un événement catastrophique. Bon, en tout cas, on espère qu'il ne se reproduira pas, en tout cas... pendant que nous sommes là. Pas de sitôt. Voilà. D'ailleurs, à quoi sert l'étude d'une météorite, et est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent en fait? Est-ce qu'on voit souvent des météorites toucher la Terre? Et pourquoi on les étudie? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent en fait? C'est quoi leur message? Alors, qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Énormément de choses. Toute la science qui a été développée pendant les 100 dernières années sur les météorites, c'est ce qui nous a permis de connaître l'origine de la Terre, l'origine du système solaire, même de comprendre en fait les phénomènes de formation des éléments chimiques depuis le début de la formation de l'univers, l'apparition de l'eau sur Terre, l'apparition de la vie sur Terre, les extinctions massives d'espèces. Alors je vous donne des titres comme ça, mais ça c'est des filières de recherche où il y a des dizaines de chercheurs qui les développent, et tout le savoir que nous avons aujourd'hui là-dessus, il est basé sur l'étude des météorites. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont connues par l'astrophysique, donc en utilisant les télescopes, en utilisant la spectroscopie, etc. Mais ce ne sont pas des analyses physiques directes. C'est une matière, voilà. Vous avez quelque chose entre les mains. Là, on a quelque chose de concret, et les missions de retour d'échantillons, donc il y a eu uniquement la Lune avec les missions Apollo, deux missions
par des astéroïdes avec quelques microgrammes d'astéroïdes, mais on n'a pas grand-chose. Alors que les météorites, ben, c'est des roches, c'est des cailloux qui nous viennent de ces corps et qu'on peut analyser. Donc, on a physiquement des choses qu'on peut analyser et qui peuvent nous renseigner sur tous ces aspects-là. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il en tombe souvent en fait? Est-ce qu'il en tombe souvent? Donc, au niveau du comité de nomenclature de la Meteorological Society, quand j'y étais, on recevait en gros entre 5 et 10 déclarations de chute observées par année. Donc, en même temps, c'est peu et c'est beaucoup. Mais on dit pourtant que le Maroc est une terre d'accueil de météorites. Alors pourquoi? Alors, il est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de météorites qui sont collectées sur le sol marocain, non pas parce que elles sont plus tombées sur le sol marocain qu'ailleurs, mais c'est juste parce que nous avons un grand Sahara et qui est safe, où les gens ont l'habitude il y a une communauté de chercheurs de météorites qui est bien installée, etc. Donc ce sont toutes des conditions qui vont favoriser la collecte de météorites, parce que dans les Sahara, dans les zones désertiques, arides et secs, oui. Voilà, dans les zones désertiques, il y a peu d'eau fluide, donc ce qui tombe ne va pas être altéré, va être préservé. D'accord. Donc le plus grand désert où il y a les météorites, c'est l'Antarctique, désert froid. D'accord. Et donc beaucoup de météorites qui s'accumulent dans les déserts et qui sont recherchées. Maintenant, il est vrai qu'au Maroc, depuis les 20 dernières années, on a eu plus de chutes observées que n'importe où dans le monde. Combien alors? Alors, aujourd'hui, nous sommes à 24 chutes observées. Depuis 2000, en fait, depuis qu'on a commencé à répertorier. Depuis 1932, depuis Douar Mrila, mais il y en avait très très peu, il n'y en a que 5 qui avaient été répertoriés avant 2004. Et depuis 2004, donc, on a fait un travail titanesque pour pouvoir documenter et donner une identité scientifique et patrimoniale à ces météorites qui sont tombées au Maroc ou qui ont été collectées au Maroc. Alors, je sais que vous militez pour une législation en vigueur, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que ce sont en fait les populations locales qui connaissent, parce que c'est quelque chose qui a de la valeur, qui peut être même vendu aux enchères et qui peut atteindre des montants assez astronomiques. Alors, qu'en est-il de cette législation? Est-ce qu'il y a toujours un vide juridique ou ça s'est arrangé, et comment faire aussi, parce que peut-être ces personnes vivent aussi de cette collecte? Absolument. Est-ce qu'ils vous aident? Est-ce que vous collaborez? Est-ce que c'est eux qui vous informent qu'ils ont trouvé une météorite, ou bien comment ça se passe? Alors, donc, c'est une source de revenus pour beaucoup de gens. Et c'est heureusement que ces gens sont là, parce qu'ils aident la science. Parce qu'autrement, pour ramasser tous ces cailloux, ce n'est pas les scientifiques qui vont y aller. On n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas les moyens pour passer autant de temps dans le désert pour chercher des cailloux. Donc, mais il y a toujours un problème parce que tout ce qui est collecté au Maroc, à partir du moment où on n'a pas les moyens d'acheter, donc tout est exporté. Alors l'idée, c'était, on a travaillé pendant vraiment de longues années avec l'ex-ministère de l'Énergie et des Mines pour avoir une réglementation, mais une réglementation intelligente. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit favorable aux gens qui collectent et qui en vivent, et il faut qu'elle soit favorable au pays et favorable à la science. Et donc nous avons réussi à mettre en place un décret qui est issu d'un article sur la nouvelle loi sur les mines qui réglemente l'export, la collecte et l'export des objets qui font partie du patrimoine géologique du Maroc, les fossiles, les minéraux, les météorites. Donc il y a maintenant, c'est très clair, hein, qui peut ramasser, qui peut exporter, dans quelles conditions. Donc c'est réglementé maintenant? C'est réglementé. Alors ce n'est pas encore parfait parce qu'il nous manque une vraie loi dédiée au patrimoine géologique, parce que le Maroc, c'est le paradis des géologues, et il nous manque une loi qui définit même qu'est-ce que le patrimoine géologique, qu'est-ce qui en fait partie, comment. Donc nous avons travaillé et nous continuons à travailler avec le ministère de tutelle, avec la direction de la géologie, en espérant que cette loi voit le jour. Mais
on a quand même réussi à cadrer, c'est-à-dire que maintenant, si les gens veulent exporter de façon légale, ils ont le droit. D'accord. Et quelle est la valeur d'une météorite? C'est entre quoi et quoi par rapport? C'est très variable. Pour un scientifique, elles n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas de valeur, bien toutes. sûr. Je vous dirais simplement que plus elles sont rares, plus elles sont chères. Et donc, ce sont les collectionneurs qui font la valeur marchande, si vous voulez. Et je vous donnerai aussi l'exemple des météorites lunaires qui étaient les plus chères il y a quelques années. Parce qu'elles étaient rares, on ne les reconnaissait pas. Et pendant ces dernières années, les gens ont commencé à mieux les reconnaître sur le terrain, parce que ça ressemble beaucoup à des roches terrestres. Donc, on en a beaucoup plus qui ont été trouvés, et donc, bien évidemment, leur valeur marchande a beaucoup chuté. Oui. Ça reste cher, mais ça a chuté par rapport à ce que c'était avant. Alors, vous êtes aussi présidente, fondatrice de la fondation At-Tariq, et vous avez initié une exposition musée qui est intitulée Les météorites messagères du ciel. Et c'est la 2e édition, je crois, cette année. Ça se passe à la Marina de Casablanca, tout à fait? Absolument. Donc, At-Tariq Foundation, ça, c'est c'est un aboutissement de 20 années de travaux sur les météorites où, en fait, en même temps, on a 4 objectifs, le développement et la promotion de la recherche scientifique en planétologie au Maroc, la valorisation de notre patrimoine géologique qui est exceptionnel, la diffusion du savoir, parce que justement, l'expo-musée, elle fait partie de cet axe qui va promouvoir le savoir auprès du public et des jeunes et leur faire aimer les sciences, leur faire découvrir leur patrimoine, leur pays. Et puis aussi, nous travaillons également sur le développement territorial par des circuits géotouristiques. Donc tout ça, c'est les objectifs de la Fondation At-Tariq. Alors, l'expo-musée qui est à sa 2e édition, la première était dans Enfa Place l'année dernière, et là on est à Marina Shopping. C'est assez inattendu de trouver un musée, une expo-musée dans un mall, mais c'est un endroit où il y a un flux naturel et où on amène la science au public. Et donc, les gens qui passent... Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent spécialement pour l'expo. Nous recevons beaucoup d'écoles. Dans l'édition précédente, on a reçu plus de 100 écoles, plus de 15 000 visiteurs qui viennent voir ces choses exceptionnelles qu'ils ne peuvent pas voir ailleurs. Et donc, c'est de la découverte pour les enfants, pour les adultes. Et aussi, Marina, il y a beaucoup de touristes. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de touristes. Donc c'est aussi un peu la promotion. C'est aussi la promotion du Maroc. Je sais que les phénomènes extraterrestres, ça interpelle tout le monde, ça intéresse tout le monde. C'est quelque chose de mystérieux, de passionnant. Mais la science en général, et la recherche en particulier, comment faire pour que la jeunesse, et en particulier les jeunes femmes, puissent continuer dans ce domaine? On sait aujourd'hui qu'au Maroc, il y a quand même plus de 30% de femmes ingénieurs. Les femmes en général réussissent même mieux que les hommes sur les bancs de l'école, mais ensuite, sur le marché de l'emploi, on ne les retrouve plus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, et pourquoi on observe ce phénomène? Alors c'est très compliqué effectivement, donc nous avons encore, on traîne un petit peu encore le poids de la société avec tout ce que ça implique comme comme casseroles qui sont tirées. Donc pour une jeune femme, c'est plus compliqué parce que une jeune femme qui va faire sa thèse, c'est l'âge où elle va se marier, où elle va avoir des enfants, et où soit elle va avoir la chance d'avoir le bon partenaire qui va l'épauler, où il va y avoir une entraide pour qu'elle puisse s'épanouir et aller loin, où elle va être tirée à l'arrière et puis avoir dans son subconscient qu'elle a en charge d'abord d'avoir sa maison, ses enfants, etc. Et la carrière et la recherche, ça vient après. Donc là, on souffre de ça, effectivement, parce qu'on a encore le poids de la société. Alors, il y a le poids de la société, mais il y a aussi, on a plus de jeunes filles au niveau des facultés des sciences, on a plus de jeunes filles que de jeunes hommes, mais au niveau des recrutements et au niveau, même au-delà du recrutement, de l'épanouissement et d'avoir des postes de responsabilité, c'est très dur. Aujourd'hui, on n'a aucune présidente d'université femme.
Et on en avait une quand même. On en a eu 2 dans notre histoire. Dont et une est ministre aujourd'hui. Oui, absolument. Mais depuis, on en a eu 3, pardon. J'ai oublié une dame. Mais aujourd'hui, en 2023, nous avons 0 présidente d'université femme. Et dans les postes de responsabilité, les doyennes, les directrices d'école, etc., il y en a très très peu. Alors, est-ce que pour vous, c'est à cause des compétences ou du manque d'effectifs, ou bien c'est une discrimination, on va dire, courante? Est-ce que vous-même, dans votre carrière, vous avez souffert de discrimination? Alors c'est absolument pas une question de compétences. Non. Donc, on le voit, vous êtes là en face. Absolument pas. C'est pas du tout ça. C'est pas une question de compétence. C'est pas une question de volonté. Mais c'est juste que une femme va être extrêmement exigeante vis-à-vis d'elle-même avant de se présenter à un poste, et on va être extrêmement exigeant par rapport à une femme avant de la choisir. Et et puis bon, on va dire, je vais oser dire qu'il y a quand même un peu de misogynie. Oui. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais je vais oser le dire parce qu'on est dans Hurrat. C'est une réalité. Il y a de la misogynie qui va faire qu'on ne va pas encourager, on va avoir des réticences. De façon générale, on va dire qu'on va avoir des réticences. Alors personnellement, bon... non, si vous voulez, moi je suis je suis une battante et j'aime bien les défis, et je fais fi en fait, des remarques et des problèmes. Mais vous avez aussi beaucoup de chance, vous êtes née au sein d'un foyer, votre maman a été parmi les premières écolières, enfin lycéennes du Maroc, reçues d'ailleurs par feu Sa Majesté Mohamed V. Donc grandir au sein d'une famille qui a éduqué, intellectuel, favorise ce genre de parcours comme le vôtre. Oui, alors j'ai eu énormément de chance parce que, bon, ma maman, effectivement, elle a eu la chance d'étudier. C'était Feu Mohamed V qui veillait sur ce groupe de jeunes femmes. Et mon papa était autodidacte, donc je pense qu'il y a beaucoup de liberté dans ça. Je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de grandir dans ce milieu, au final très ouvert, très conservateur, mais très ouvert. Oui. Voilà, donc il y avait des choses qui devaient se faire. Ma maman conduisait, elle avait sa voiture, elle gérait son argent, elle nous gérait, et en même temps elle nous a appris à faire la broderie, oui. etc., la cuisine, etc., parce que bon. C'était important. Ça c'est toujours l'histoire, hein, le mariage et la réussite, il fallait pas... absolument. Il fallait peut-être choisir à un moment ou à un autre, en tout cas il fallait pas que ce soit un handicap. Il fallait pas que ce soit un handicap, mais ça... et il y a eu beaucoup de respect par rapport au choix, parce que, pareil, bon, j'ai choisi de faire de la géologie, c'est pas très féminin comme métier, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont compris que c'est ma passion, que ça me plaît, que c'est quelque chose qui m'intéresse, et donc jamais mes parents n'ont dit non, mais tu vas pas faire ça, ou aller à l'étranger. Ils vous ont laissé la liberté de choisir. Absolument. Et votre époux, alors, on parlait tout à l'heure de ces femmes, justement, qui renoncent à une carrière parce que, il y a le mariage, parce qu'il y a les enfants, et que parce que, malheureusement, encore, la responsabilité des enfants au sein d'un foyer incombe encore aux mamans qui doivent parfois renoncer à leur carrière pour s'occuper de leur famille. Donc vous avez la chance d'avoir un conjoint qui vous a accompagné, soutenu. C'est formidable. Franchement, je ne sais pas comment aurait été mon parcours si ça n'avait pas été donc avec le soutien, avec le respect, l'amour, en fait beaucoup de respect d'un conjoint qui comprend parfaitement à quel point c'est important. Mon épanouissement dans ma recherche, à quel point il est important. Et puis de toute façon, encore une fois, dans la société, il y a cette conviction que on doit tous apporter quelque chose, hommes et femmes. Et je dois beaucoup à mon mari, parce que j'ai recommencé à me déplacer, à aller à Paris, etc. Notre plus jeune enfant, il n'avait pas encore 1 an. Oui. Et j'avais 3 enfants. J'ai fait une thèse d'État, j'avais 3 enfants, où je passais pratiquement la moitié de mon temps au laboratoire et l'autre moitié donc à la maison. Mais je partais toujours
tranquille parce que je savais que C'est un conjoint sur qui vous pouviez compter. Sur qui et puis bon et puis j'ai eu la chance d'avoir 3 magnifiques enfants qui ont compris que quand maman n'était pas là, c'est parce qu'il y avait des choses importantes à faire. Et voilà, donc... On transmet aussi à nos enfants ces valeurs, justement, de respect, de progrès, de modernité. Avoir une maman qui travaille, de toute façon, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est ce qu'on dit, on dit que c'est la qualité. Absolument. Donc, oui, en étant à la maison, en couple, on s'est toujours beaucoup occupé de nos enfants, nous-mêmes. Donc, bien évidemment, on a la chance aussi d'avoir les personnes qui nous aident à domicile au Maroc. Ça, c'est un bon, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Oui. C'est vrai que ça, c'est une chance que nous avons, mais bon, il faut peut-être qu'elle sera éphémère aussi. Hein. Oui. Donc, il faudrait que les hommes s'investissent davantage Absolument. au sein de leur foyer. Absolument. Pour le bonheur réciproque, pour le bonheur des deux, pour le bonheur de la famille, pour tout le monde. Parce que quand une femme n'est pas épanouie, c'est tout le couple qui en souffre. Tout à fait. C'est pas bon. C'est bon pour personne. En tout cas, c'est un joli message que vous adressez aux jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui. Comme quoi, on peut cumuler les deux, à condition de faire les bons choix. Oui, je le dis à mes doctorantes. Et à mes doctorants aussi, de choisir le bon partenaire, parce qu'on peut être tiré vers l'arrière même en étant un homme. C'est sûr. Donc, choisir le bon partenaire, c'est quelque chose d'important pour tout humain, en fait. Alors, Hasna, cette émission, malheureusement, touche à sa fin. Et donc, je vous pose la dernière question, celle que je pose à tous mes invités. Cette émission s'appelle Horat. Qu'est-ce que pour vous la liberté et en quoi elle est importante dans votre domaine, donc celui des sciences, mais aussi dans la vie, tout court? Wow. Une grande question. La liberté. Alors, nous avons la chance au Maroc d'avoir des femmes libres. Les femmes marocaines sont exceptionnelles. Même dans n'importe quelle condition, elles sont libres dans leur tête et c'est génial. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir la liberté de choisir mon parcours, de choisir mon partenaire, de choisir mon travail. Malgré toutes les contraintes, on a la chance d'avoir une liberté qui nous permet de nous épanouir, d'aller de l'avant. Et ça n'a pas de prix. En tout cas, Hasna Chinaoui, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Horat. C'est un grand honneur pour nous de recevoir quelqu'un qui a donné son nom à un astéroïde. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, ni maintenant, ni dans quelques années, ou pourquoi pas, peut-être d'autres jeunes filles. Hein. En tout cas, je rappelle que vous êtes planétologue et géochimiste, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, que vous êtes aussi la présidente fondatrice de la fondation At-Tariq et que vous avez initié une expo musée, les météorites messagères du ciel, qui a été inaugurée donc à Casablanca et c'est la 2e édition. J'espère que vous allez venir à Rabat bientôt. Inch'Allah, pourquoi pas, bien évidemment. Inch'Allah, si les conditions s'y prêtent, pourquoi pas. En tout cas, merci encore et peut-être qu'on se reverra très vite. Inch'Allah, merci infiniment Laïcha pour votre invitation, pour votre bienveillance et pour la lumière que vous mettez sur ces femmes marocaines. Horat, libre, c'est exceptionnel, c'est un message exceptionnel. Merci infiniment. Merci encore Hasna. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure et même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.